Le temps s'était arrêté, il suffisait de vivre un présent éternel. C'est ce qu'a écrit Patrick Modiano en préface du livre de Jean-Marie Perrier. Fabuleux bouquin, Jean-Marie. Les photos des années 60, 70 publiées ici. C'est nos souvenirs, c'est vos souvenirs. Et quelque part, c'est un temps, comme le dit Modiano, qui s'est arrêté. Oui. À ma grande surprise, parce que si on m'avait dit à l'époque qu'on regarderait les photos 50 ans plus tard, je ne l'aurais pas cru. Parce qu'en fait, c'était pas du... ça n'avait pas la prétention de faire de l'art. C'était fait pour être sur les murs des chambres des adolescents, pour les faire rêver. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque, quand on fait Salut les copains, il y a que, au départ, il y a une chaîne de télé et 3 chaînes de radio. Donc, si vous voulez, on est le seul lien entre tous les gens, les gosses en France, qui rêvent de ces chanteurs qu'ils ne peuvent pas approcher. Le lien, c'est nous. Ouais. Donc... C'était très important. Il ne fallait pas les prendre pour des cons, ces gens-là. Cette photo-là qu'on voit en ce moment, c'est la photo du siècle. Ouais. Elle est dans le bouquin, évidemment. Oui, le 12 avril 1966, il est 15h. Prétentieuse, quand même, la photo du siècle. Il ne faut pas exagérer. Ils sont tous là. Et alors, l'anecdote, c'est que Johnny, il fallait lui donner quand même une place un peu plus importante que les autres. Mais il ne fallait pas les vexer tous. Oui, ça, c'est un peu ma faute. Mais je ne regrette pas, parce que finalement, j'ai eu raison. Mais vraiment, comme tout a commencé par lui... les années 60 et Salut les copains et toute cette vague, c'est d'abord Johnny. Ça a commencé avec lui, d'ailleurs ça a fini avec lui pour moi. Mais je voulais qu'il soit au-dessus, mais je ne voulais pas vexer tout, parce qu'il y avait plein de gens dans cette assemblée qui vendaient autant de disques que lui et qui, bon... Alors j'avais laissé traîner cette échelle et puis au dernier moment, je lui ai dit « Attends, je ne te vois pas bien ». Il dépassait tout le monde déjà, mais monte d'un cran et puis... Et voilà, et comme ça, en fait, il était à sa place. Et franchement, bon, je suis assez fier parce que c'était vrai. Oui, c'est vrai. Il est resté. Cette photo, moi je vois, il y avait les sœurs, Catherine Ribeiro, il y a des gens absolument incroyables. Parfois, les sœurs, des gens qui ont disparu, Annie Philippe, et puis des stars qui sont devenues mortelles. Écoutez cette musique-là, Jean-Marie Perrier. Évidemment, c'est Oncle Dan, au départ. C'est Daniel Philippakis, c'est lui le responsable. C'est lui qui a eu l'intelligence, en fait, d'aller aux États-Unis avant tout le monde et de comprendre que ce qui se passait là-bas allait arriver chez nous. Comme à l'époque, c'était comme toujours. Bon, maintenant, c'est en train de changer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout ce qui était en Amérique, il faut comprendre que nos parents, ils avaient vécu 2 guerres, parents, grands-parents. Ils s'étaient battus par la vie, tous ces gens, ils voulaient la paix, ils voulaient le peinard. Mais nous, on voyait en cinémascope, on voyait James Dean, Marlon Brando, on voulait être là, nous. L'Amérique, ça faisait rêver à l'époque. Donc, on était obsédés par cette espèce de rêve que représentait l'Amérique. Et au fond, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, peut-être, que d'abord, l'adolescence est reconnue comme telle. Parce qu'avant, dans les années 50, on passe de la culotte courte au mariage direct. Ça n'existe pas. Un adolescent, c'est un mec qui a des boutons, c'est tout. Là, tout à coup... on avait notre argent de poche, notre façon de danser, notre musique et tout. Et donc, on prend le pouvoir. C'est ça que Daniel a compris avant tout le monde. Ouais. Et il nous a donné le pouvoir. Et ce sont des rencontres incroyables. On va entendre une chanson, on va écouter quelques chansons comme ça qui rappellent tellement de souvenirs. Alors là, c'est l'époque où on les appelait par leur prénom. Celle qu'on entend là, évidemment, c'est Sylvie. Magnifique, regardez la beauté. Elle, c'est très important parce que c'est la deuxième que j'ai rencontrée. J'ai rencontré Johnny d'abord et ensuite elle. Mais ce qui est fascinant dans l'histoire de ces gens-là, et c'est ça qui me fascinait le plus, moi. Parce que moi, j'ai eu une chance folle dans ma vie au départ. Je suis né dans un endroit extraordinaire, avec des parents extraordinaires. Dans ma maison à Neuilly, le monde entier passait, parce que mon père, François Perrier, était un acteur extraordinaire. Donc, moi, j'avais eu tout déjà. Mais eux, ils partaient de rien. Oui. Sylvie, c'est la valise en débarque, carton. gamine à la gare de sa Bulgarie. Oui. Avec son père qui travaillait au Hall et tout. Bon, Johnny, il était déjà un peu plus dans le coup, mais c'est quand même un môme qui part de rien. Eddie Mitchell, Sheila, c'est des gens qui partent de rien. Les Beatles, pareil. Bon. Donc moi, ça me fascinait de voir que ces mômes partaient de rien et arrivaient là où ils étaient. Voilà, donc j'étais très touché par tous ces jeunes gens. On avait le même âge, pratiquement. Mais bon, moi, je me souviens, je revenais de la guerre en Algérie. J'avais fait 1 an là-bas, à Oran, j'avais vu des horreurs. Et tout à coup, je me retrouve à Paris devant Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, vous aviez entendu pour la première fois à la radio à Oran.
Ouais, Hein, Johnny. je montais la garde à la télé, parce que j'étais détaché à la télé, et c'était la nuit de Noël, putain. Et j'entends ce môme qui chantait la chanson d'Aznavour, là, Retiens la nuit. Vous pouvez pas savoir, ça m'avait filé les larmes aux yeux. Je n'avais aucune idée de qui c'était, le mec. Ouais. Jamais j'aurais pensé qu'il s'y représenterait toute ma vie, presque. Ouais, et vous allez être au mariage, évidemment, de Johnny et Sylvie. Oh, mais c'est mieux, ils me choisissent comme témoin, ce qui est déjà extrêmement gentil. Mais le plus drôle, c'est que non seulement ils me prennent comme témoin, mais en plus, ils vont en voyage de noces et ils m'emmènent. On était tous les trois. Donc c'est incroyable. Alors vous vous rendez compte la qualité et la simplicité des rapports. Regardez ça, c'est formidable. On était tous les trois en voyage de noces. Oui, c'est incroyable. Hein. Alors que, bon, il n'y avait pas de distance. C'est vrai, on avait le même âge, c'était pas sérieux, on était là pour rigoler. Et on pensait tous qu'on serait mort avant 30 ans. Donc si vous voulez, quand vous pensez vraiment ça, vous mettez le turbo, hein, parce que si ça ne va pas être long. C'est ça. Et alors avant que Johnny rencontre Sylvie, vous étiez allé passer une semaine, Philippe Aki vous envoie une semaine en vacances avec Sylvie. Vous racontez qu'il ne s'est rien passé entre vous, mais parce que vous étiez déjà amoureux de Françoise Hardy. Bah, vous avez tout raconté, la suite alors. Non mais c'est ça. Non mais Daniel, il voyait qu'elle était malheureuse, elle avait une histoire d'amour triste. Donc voilà, il s'était dit, tiens, ils ont le même âge, peut-être ça marchera. Il nous avait envoyé à Méribel tous les deux. Mais alors, à la seconde, elle est arrivée, Sylvie, on s'est tombé dans les bras de rire, quoi. Parce qu'on est devenus des amis tout de suite. Vraiment, c'est quelqu'un de formidable, parce qu'elle m'a énormément aidé, en plus, elle. D'abord, c'est elle que j'ai le plus photographié, Sylvie. Hein. Ouais. Et puis, elle m'a aidé. Elle m'a aidé parce que, elle était en tournée au Japon, partout. Ils travaillaient, ils étaient exploités, les mômes, c'était monstrueux. Mais elle était toujours d'accord pour se donner du mal, pour m'aider, pour qu'on fasse les photos n'importe où dans le monde. Ça, je lui suis très, très reconnaissant. Il faut vous dire qu'elle était d'une beauté, bon. Et alors, un jour, Philippe Aki vous dit, il faut que tu rencontres quelqu'un, hein, et c'est une nouvelle chanteuse, et vous vous retrouvez oui, c'est Wolfson. Oui, c'est Wolfson, le directeur artistique, Vogue. Qui était le directeur artistique des disques Vogue, et qui, en fait, est le seul vrai découvreur de talent des années 60. Car à lui tout seul, il découvre et sort Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Jacques Dutronc. Ouais. Tout seul. Hein. Et alors donc là, il vous dit, il y a quelqu'un, là, une fille qui chante pas mal. Vas-y, bon. Ouais. Alors, moi, en plus, je revenais, c'était vraiment 2 mois après que je revenais d'Algérie. Et j'arrive, et boum, rue d'Aumale, la porte s'ouvre, il y a sa mère qui ouvre, il y a Françoise derrière, une beauté incroyable, qui n'en avait aucune idée. Mais ce moment, il m'a marqué, vous ne pouvez pas savoir. C'est tellement émouvant de rencontrer quelqu'un qui a autant de qualité et qui ne le sait pas. Ça n'a pas de prix, ça. Moi, c'est toute ma vie, j'ai couru après ça. C'est-à-dire, c'est les stars, je m'en fous des stars. Ce qui m'intéresse, c'est les gens dont je vois qu'il y a un talent fou là-dedans et qui ne le savent pas. En plus, elle ne savait même pas qu'elle était belle. Oui. Vous vous rendez compte ? Vous l'avez vu tout de suite qu'elle était belle. Pour un photographe, il voit tout de suite. Mais pour le bonhomme, je peux vous dire qu'alors là, on plonge Esther Williams. Hein. Donc vous vous donnez amoureux, écoutez ça. Ah oui. Ça, elle déteste cette chanson, je vous signale. C'est celle qui l'a révélée. Hein. Ouais, mais bon, elle a écrit tellement de choses. Là, vous devenez quand même amoureux, puis de temps en temps, vous vous faites piquer vos petites copines. Là, parce que là, Dutronc, il va vous la prendre. C'est longtemps après. Oui. Non. On a passé 4 ans, on s'est séparés, mais gentiment, hein, parce qu'en fait, on passait notre temps à travailler ensemble. Et puis, de toute façon, elle est même encore aujourd'hui ma meilleure amie. Donc ça, c'est pas grave. Ouais. Vivre ensemble ou pas, c'était pas très grave. Mais on a passé 4 ans merveilleux. Et puis, à un moment donné, un jour, elle m'a dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Donc moi, comment est-ce que vous voulez que je ne rencontre pas, je veux dire, le mec qu'elle aime, forcément, je l'aime, puisque je l'aime elle. Donc, je voulais le rencontrer. Et vraiment, je suis tombé fou de lui, autant que d'elle. C'est magnifique. Et j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma vie avec lui qu'avec elle, d'ailleurs. Alors, dans ce bouquin, il y a plein de photos, pour pas toutes les montrer. Marianne Faithfull, vous avez un vrai amour avec Marianne. Oui, mais bon, ça, j'en parlais pas. Là, c'est Mick Jagger qui va vous la piquer. Hein. Oui, mais ça, c'est pas grave. J'en parlais pas de ça parce que, on a passé 1 an et puis elle a disparu. Bon, je me dis, elle a peut-être pas envie d'en parler. Et puis un jour, je l'ai lu dans un journal. Je dis, ah bon ? Et puis je l'ai retrouvé, figurez-vous, il y a 7-8 ans. Par hasard, à Paris, on est tombés l'un en face de l'autre. Putain, on a rougi tous les deux. Et c'était une vraie histoire, hein. J'aimais beaucoup cette fille. Elle était formidable parce qu'elle était beaucoup plus cultivée que la plupart des types qui faisaient de la musique à cette époque-là. Mais bon, voilà, elle sait pas. Quand je l'ai retrouvée dans un journal avec Mick Jagger, je dis bon, tant mieux pour elle parce qu'elle va vivre des trucs. Hein.
Ça, c'est Ouais. le truc que le mec, il était génial. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, évidemment, il y a les Beatles Oui. dans ce bouquin. Quelle rencontre! Vous entendez les hurlements des filles dès que le volet est entrouvert Oui, mais à ça, l'hôtel Georges c'est déjà V. plus tard. Oui. Oui, mais ça, c'est plus tard, parce que quand je les rencontre, pour moi, c'est pas les Beatles avec un grand B, c'est juste un groupe de mecs qui font de la musique sympa. Hein. Faut bien comprendre ça. Parce que les mecs me disent ah, mais pourquoi tu te rends compte, les Beatles? Quoi, les Beatles, c'était juste des jeunes mecs qui faisaient de la musique, comme les Stones. Hein. Bon, mais je ne pouvais pas imaginer non plus que ça deviendrait ça, et eux non plus d'ailleurs. Bon. Donc, ce qui était merveilleux, c'est que j'ai pu tout de suite leur dire bon, non, vous faites ça plutôt. Enfin, remarquez, j'avais beaucoup de mal avec eux parce que je parlais très, très mal l'anglais. Oui. Et c'est compliqué avec un groupe hein, quand on parle mal l'anglais. Mais bon, j'y suis arrivé quand même et j'ai passé des moments formidables avec eux. Extraordinaire. Mais Alors, le groupe oui. avec lequel j'ai plus vécu de choses, c'est les Rolling Stones. Oui. là. Alors, les Stones, Là. ça, vous racontez des choses absolument incroyables. L'anniversaire de Mick Jagger, vous racontez dans ce bouquin, c'est complètement dingue. Oui, Vous vous c'est-à-dire, retrouvez avec Andy Warhol à la même table. Hein, Oui, mais ça encore, non, mais ce qui était fou, c'était l'agressivité, la violence qu'il y avait dans ces concerts. J'ai fait quand même 5 tournées avec eux. Et en fait, ça a commencé à être un peu organisé en 1972. Avant, c'est un bordel noir. C'était extrêmement dangereux. Mais ce qui faisait l'agressivité qu'il y avait sur scène et la violence que renvoyaient les spectateurs en retour était incroyable. Et puis Mick Jagger, bon, il était quand même absolument magnifique. Ouais. Je suis passé à côté de lui, là, Keith Richards, parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ça, c'est dommage. Par contre, Lui- Brian Jones, vous dites, c'est Ah oui, un j'adorais. ange déchu, bien sûr, ouais, non, mais absolument ouais, ouais. incroyable. Non, mais Mick, Hein il se donnait du mal. Mick, il se donnait du mal pour parler. Brian aussi. Tandis que lui, non. Hein. Lui, du tout, c'est comme Bob Dylan. Bob Dylan, je suis passé à côté parce que je ne comprenais pas un mot de ce qu'il me disait, ce mec. Ouais. Un jour, vous racontez dans le jet privé, vous voyez les fesses du médecin du groupe avec un autocollant Rolling Stone collé dessus. Oui, non, mais là, il était en train de faire quelque chose, on peut Il y a difficilement peut-être parler. des hein. enfants qui regardent, là. Non. C'est- Non, mais écoutez... Non, mais il se passait des trucs quand à même. Ouais. l'intérieur de l'avion des Rolling Stones, vous voulez quand même pas que ce soit c'est la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Forcément, il se passait des trucs, oui. Oui. Mais surtout, il y avait une liberté incroyable. Et il fallait quand même être très fort de leur part pour assumer ça et le driver intelligemment. Mick, il a compris les choses très tôt, hein. Très, très, très tôt. Je me souviens quand en France, quand je les avais... ils étaient à Marseille, ils avaient fait un concert, il avait pris un truc dans la tronche, là, et il m'avait demandé de trouver une voiture pour rentrer à Paris, de Lyon. Et je me souviens toujours que quand on est parti la nuit, ils étaient tous dans la voiture. Je conduisais la nuit et je les ai entendus derrière. La première conversation qu'ils ont eue pendant 1 heure, c'est de parler de pognon. Mais attention, de comment on fait pour placer avant d'en avoir. Parce qu'ils se faisaient avoir comme les autres. Hein. Mais ils avaient les pieds sur terre. Oui. C'était quand même très extraordinaire. Pour les mots, ils avaient 19 ans. Ouais. Qui parlait de pognon tout le temps, c'était James Brown alors, parce que vous dites dans la bagnole, il discutait des cours de la bourse. Oui, mais James Brown, mais- il y a une revanche à prendre. Vous vous rendez Oui. compte, quand j'ai été le voir, il était en couverture de Life magazine, où il y avait marqué « Est-ce que James Brown est le noir le plus important d'Amérique ?» Enfin, vous dites, ces conversations, c'était le pognon, quoi. Ben, normal, avant, attendez, c'est encore une époque où les Noirs, ils sont à l'arrière du bus. Bon, la ségrégation est énorme, donc lui, il arrive au premier plan. Donc évidemment, il y avait une revanche extraordinaire à prendre. Ouais. Mais au fond, il parlait peut-être de pognon, mais ce à quoi il pensait, c'est surtout ce qu'il faisait sur scène. C'était hallucinant. ce qu'il Hallucinant. faisait sur scène. Et Chuck Berry ne voulait pas monter sur scène tant qu'il ne touchait pas l'argent en liquide. En cash, oui, absolument. Ouais. Oui. Ah ben oui, non, mais là aussi, il y avait une revanche. Oui. Bon, il ne voulait pas de musicien non plus, parce qu'il voulait ni manager, ni musicien. Il arrivait dans un village où il allait jouer, il n'avait pas de musicien, il cherchait les musiciens autour, Ouais, autour de dans les l'endroit où il bars, allait ou jouer. dans les bars, ou dans l'université. J'ai fait toute la tournée, enfin non, j'ai fait 8 jours de tournée avec lui, seul avec lui dans la bagnole. Il n'y avait personne d'autre. Non, mais il était incroyable. Mais alors sur scène, ça dégageait dur. Hein. Oui, avec ça, incroyable souvenir. Tout ce qui vous est arrivé, Jean-Marie Ouais, Perrier. oui, j'ai eu beaucoup de Hein chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, je le sais. Je le sais, je ne me prends pas pour autre chose. Hein. On va entendre une autre chanson là. Évidemment, c'est toujours, on a choisi les premiers titres. Évidemment, de celui-là qui a tellement compté, vous l'avez dit, dans votre vie. On ne peut pas ne pas, évidemment, écouter. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Et ce qui est extraordinaire, Bah oui, c'est ça, hein, les c'est de souvenirs. voir ce qu'il en a fait. Parce qu'au départ, quand il chante, il y a une énergie magnifique. Bon, il chante pas très très bien hein, au départ. Mais vous avez vu comment il chante à la fin? Dans les 20 dernières années de sa vie, c'est incroyable.
incroyable, les progrès qu'il avait fait tout seul. Ouais. Bon, bien sûr, moi, je vois arriver ce môme-là, mais c'était tellement... Enfin, si vous voulez, ça nous ressemblait. Dans un certain sens, ça nous ressemblait à tous. C'est pour ça que ça marchait. Mais en plus, les adultes, les gens des médias, les journalistes, ils l'ont tellement pris pour un con pendant des années. Mais ils ont eu tort. Ouais, Ils très ont eu intelligent, tort. Johnny, ouais. Mais Même alors... s'il disait tout le temps, on m'a dit que tu avais dit. Ça, vous le dites, ça, dans le bouquin. Hein. Oui, mais ça, c'était c'est les un rumeurs, petit travers. l'entourage. Vous dites qu'il avait toujours une cour, des courtisans. Oui, oh, mais ça, oui. Les courtisans, j'en ai vu toute ma vie. Mais quand j'étais petit, je voyais les courtisans de mon père. Alors, je connais la Ouais. musique. Non, mais qui racontait des bêtises sur vous. Toujours. Vous aviez dit ceci, cela, et après, il vous demandait des comptes. Et qu'est-ce que tu as dit? Pareil, le que tu as dit. courtisan veut par essence même est important. Le courtisan est capable d'inventer des problèmes pour revenir vers l'artiste en lui disant « T'as vu, j'ai réglé le problème ». Bon, on connaît ça. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que en réalité, lui, il avait tout compris. Vraiment. Il pouvait être dans un restaurant où il y avait 150 personnes, un type rentrait dans la pièce au bout qu'il ne connaît pas, il savait ce qu'il voulait, il savait qui c'était. Non, il était loin d'être con, il avait beaucoup d'humour. Ouais. Personne ne m'a fait rire à propos de Johnny Hallyday comme Johnny Hallyday lui-même. Les guignols, ils pouvaient se rhabiller. Je peux vous dire. C'est vrai. Il était formidable. Un jour, il vous dit « J'ai une nouvelle bagnole, vous allez le photographier au bois de Boulogne, vous roulez à fond à côté. » Voilà, la photo est dans le bouquin. Ouais, mais attends. Et puis pas longtemps après, il arrive un truc. Hein. Bah, c'est-à-dire que, ouais, il avait une Ferrari. Bon, là, je l'ai touché ce matin et hop, faut qu'on aille faire des photos. On l'a fait au bois de Boulogne et puis il se dit, on se retrouve tout à l'heure au Fouquet's ou je sais pas où. Bon, et hop, il part et boum, la Ferrari, il l'explose au prochain croisement. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité aussi que des enfants gagnent plus d'argent que leurs parents. C'était jamais arrivé, ça. Quand il bousille cette Ferrari, il dépense plus de pognon que n'importe quel père en un an, là. Ouais. C'était ça qui était très agressif et c'était ça que les adultes détestaient. Ouais. C'est pour ça qu'il leur en voulait tellement à ces mômes qui voulaient faire quoi? Chanter et danser, c'est tout. Incroyable des photos dans ce bouquin. Claude François, vous le connaissez, il habite quoi? Une chambre de bonne au-dessus d'une maison de passe rue Troyon. C'est ça? Oui, c'était un hôtel pour femmes légères. Oui. Hein, il y avait du bruit à gauche et à droite, ça valsait bien, je peux vous dire. Mais lui, Et donc, il avait 2 vestes dans le placard. Ouais, il avait rien et je voulais lui faire des photos et je lui dis bon alors qu'est-ce que t'as pour t'habiller? Il ouvre le placard, il y avait 2 vestes de pantalon. Alors il lui a dit je lui prends celle-là, d'accord. Et puis je l'ai vu, il a retiré son pantalon et il l'a plié. J'ai jamais vu de ma vie un mec plier un pantalon pendant aussi longtemps. C'était un travail à temps complet. Et moi, ça m'a vachement ému parce que ça veut dire que lui, c'était son pantalon qu'il s'était acheté, lui. Moi, mes affaires, je les balançais sur le fauteuil. Parce que c'était ça la différence. Lui était parti de rien. Donc, moi, j'avais beaucoup d'estime et j'ai toujours beaucoup d'estime pour ces mômes qui partent de rien. Ouais, Paul Narev, tout gamin, qui joue de la musique sur les bords de Seine. Michel Berger, 15 ans, un gosse. Hein? Mais Michel, Michel, je l'ai connu bien surtout au moment où Véronique est partie, où Véronique Sanson l'a quitté. Là, il était dans un état de désespoir, mais c'était affreux. C'était un type formidable. J'aimais beaucoup ce type-là. Beaucoup. Mais de toute façon, j'aimais bien, en général, les gens que je photographiais. Parce que les gens que j'aime pas, je les photographie pas, moi. Ouais. Hein, pourquoi faire? Par exemple, Steve McQueen vous a envoyé balader. Hein? Ouais, d'ailleurs, j'ai fait qu'une photo. Ouais. Ça a pris 1 minute 30. Quand j'ai vu comment il me traitait, j'ai dit salut, je me suis cassé. C'est pas très sympa. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez dit, c'était voilà, peut-être... Coco, t'as 2 minutes pour faire tes trucs. Ouais, et non, tu mais t'en vas. c'était peut-être un mauvais jour. Bon, vous savez, je peux pas lui en vouloir, je le connaissais pas. J'avais un rendez-vous d'1 quart d'heure, il me donne 2 minutes. Bon, voilà, j'ai fait clic-clac, merci Kodak, et je me suis tiré. Et Michel Sardou avec un drapeau des États-Unis au milieu d'une avenue aux États-Unis. Et puis ensuite, c'est les Hells Angels qui ont failli lui faire la peau. Oui, parce À que cause nous, de vous, hein. nous, on pensait que c'était un hommage, parce qu'on était, tout lui comme moi, on était fous d'amour pour les États-Unis. Donc on était à Los Angeles, hop, qui se drape dans un drapeau américain, et je fais la photo, mais j'étais loin, moi, avec le téléobjectif, et j'ai pas vu arriver les motards. Mais pour eux, c'était la guerre du Vietnam, donc ils croyaient qu'on se foutait de la gueule du drapeau. Pour un peu, c'était fini. Hein. Il aurait pu se faire casser la gueule grave. Hein. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est vos mises en scène. Alors, parfois, vous les faites dormir, vous les mettez dans des situations incroyables, des reconstructions historiques. Vous jouez beaucoup pour Salut les copains. Oui, parce que c'est ces ça, photos, on se prend pas au sérieux. Non, mais ces photos-là n'étaient pas faites pour montrer la réalité.
Ces photos-là étaient faites pour être mises au mur des chambrettes des adolescents. Elles étaient faites pour les faire rêver. Donc c'est du spectacle. Moi, la réalité, je m'en fous. La vérité, ça ne m'intéresse pas. Il y a des mecs très forts pour ça. Moi, je mens. Moi, ce que je fais, c'est des photos qui sont des mensonges pour faire rêver les jeunes gens. C'était ça, mon truc. Vous faites une photo avec Dutronc, avec 4 filles très sexy allongées autour de lui dans une superbe bagnole. Et puis vous dites, après la séance, vous êtes retrouvés tous les deux comme des idiots dans un petit restaurant indien. Non, mais là, écoutez, soyez pas pingres. Elles n'étaient pas 4, elles étaient au moins 8 d'abord. Ah oui. Et ensuite de ça... Alors les gens, aujourd'hui, parce que je l'ai remis sur Instagram, vous savez, moi je fais beaucoup d'Instagram, tous les jours, je raconte une histoire sur une photo, vraiment. Hein. Et c'est très intéressant ce truc-là. Et bon, je la mets sur Instagram, oh la vache, je me suis fait insulter aujourd'hui. Quoi, c'est sexiste? Et quoi, qu'est-ce sexiste? Vous rigolez, quoi? Les filles, elles étaient contentes d'être là, on les a pas touchées, elles étaient payées pour faire ça, elles se sont marrées, et voilà, elles se sont tirées, et nous, on a dîné tous les deux tout seuls. Alors arrêtez de m'emmerder. Non, mais quand vous montrez, par exemple, Sheila dans l'enfer, vous l'imaginez en enfer, avec des intellectuels autour, et elle toute seule, parce non, que... avec des grands musiciens. Oui. Oui, mais c'est là où elle est formidable. Parce que vous voyez, elle, cette môme-là aussi, qui est partie de rien. Bon, moi, je la voyais pas beaucoup parce qu'elle était en main par un mec qui l'habillait avec des couettes et tout ça. J'aimais pas beaucoup, moi. Oui. J'étais pas fou de tout ça. Alors qu'elle était formidable, elle avait beaucoup d'humour, elle était prête à toutes les conneries, elle. Elle était absolument formidable. Et mais là, je lui avais dit, écoute, on va faire une photo, mais c'était pour énerver Carrère. Je lui ai dit, écoute, on va faire une photo, c'est ce qui t'arrivera quand tu iras en enfer. Hein. Donc j'avais mis Liszt, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, chacun avec un verre de vin rouge et elle avec un verre vide. Et la légende, c'était jusqu'à la fin des temps, ils refuseront de boire avec Sheila parce qu'ils n'aiment pas sa musique. Elle se marre. Encore, elle était tout de suite d'accord. C'est là où elle était formidable. Ouais. Il y a une phrase de vous, Jean-Marie. Vous avez dit exactement « Hier ne compte plus et demain n'existait pas ». C'est-à-dire qu'au fond, cette période des années 60, c'était le temps arrêté, comme ça. Oui, c'est vrai, mais ça l'est pour beaucoup de gens. Hein. Je me rends compte, parce qu'au fond, ces photos, comme les expositions que je fais, ou le spectacle, ou le livre, c'est les souvenirs de beaucoup de gens. Hein. Et au fond, en faisant ce livre, j'ai donc mis des photos nouvelles parce que j'avais complètement 150 oublié. photos nouvelles, absolument Car incroyable. je n'ai pas de mémoire. Et c'est pour ça que je voulais vous dire cette phrase magnifique, dont je ne sais pas si c'est Robin Williams ou Pete Townsend qui l'a dit. Je ne sais pas, mais la phrase est formidable. C'est « Si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous ne les avez pas vécues. » Oui. C'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Ben non, ça allait trop vite, puis il y avait des fumées. Et Modiano, il a dit, ces années-là n'ont pas existé, la preuve, vous y étiez. Voilà, ben c'est pareil, c'est la même chose. C'est ça. Mais elles restent éternelles, ces années-là. Ben écoutez, apparemment, oui. Je vais pas regretter. Écoutez, moi, dans n'importe quel petit village au fin fond de la France, où que j'aille, les gens, ils me sourient dans la rue parce que je leur rappelle leur jeunesse. Que vous voulez de mieux pour finir les derniers 100 mètres? Et on va tous s'accrocher une photo de Jean-Marie Perrier dans la chambre. Hein. On va revivre tout ça. Ça va pas voilà, le bouquin. Ça va pas vous rajeunir, hein, faites gaffe. Et on se quitte avec Salut les copains, évidemment. Merci Jean-Marie Perrier. Merci à vous. C'est super, merci.